La narration est partout. Bonjour, je suis Kenan Gorgun, je suis romancier belge d'origine turque, je suis également scénariste et showrunner et un peu plus occasionnellement réalisateur. À vivre, peut-être pas dans la même mesure pour tout le monde, mais quand on devient écrivain et puis qu'on consacre quand même l'essentiel de son temps à raconter des histoires, là en l'occurrence sous forme de romans, de nouvelles, de scénarios de cinéma, de séries, qu'on cherche en plus parfois à les filmer, alors là je peux dire que vraiment ça sert à vivre. Ça devient la vie, ça devient une façon de vivre en fait. Et moi j'ai toujours en tête un propos de John Cassavetes, un réalisateur américain que j'admire énormément, et qui disait qu'en fait il faisait des films pour vivre, parce que faire des films, c'était pour lui une manière de vivre, c'est-à-dire c'était une manière de se constituer une famille, d'avoir autour de lui les gens qu'il aime, les gens qu'il admire, et puis voilà, faire un film c'est toute une aventure, c'est pas juste faire des images et tout, c'est une aventure humaine. Donc c'est moins vrai pour le romancier, mais l'air de rien ça devient une manière de vivre, d'établir un rapport entre soi et le monde, qui serait peut-être plus compliqué si on n'avait pas l'écriture. Enfin, en tout cas pour moi. Mais moi, c'est un peu particulier parce que je suis venu à l'écriture relativement... j'avais 18 ans à peu près. Mais pendant plus de 10 ans, j'ai écrit en cachette. J'ai écrit sans rien faire lire à personne, sans jamais envisager de publier. Toujours en me demandant si vraiment c'était ça ma vie ou si ça allait changer et que j'allais m'éloigner de l'écriture. Et j'ai commencé à lire seulement après avoir commencé à écrire. Donc pendant 18-19 ans, j'ai lu aucun livre. Donc j'ai pas vraiment de culture littéraire, j'ai dû me la faire par la suite, en essayant de lire beaucoup, mais quand même probablement en lisant moins que la moyenne des grands lecteurs ou lectrices. J'ai une culture littéraire qui a commencé dans la science-fiction et le fantastique, auquel je reste attaché encore très très fort. Ensuite, je suis passé de là vers, on va dire, de la littérature plus générale, quand même avec un gros héritage de littérature anglo-saxonne, parce qu'il y a quelque chose dans ce pays déraciné qui me parlait, qui parlait à mon propre sentiment d'être déraciné, je crois. Et ensuite, oui, je me suis un peu baladé dans la littérature mondiale, je suis fort influencé, enfin peut-être pas influencé, je sais plus si c'est le mot, mais fort alimenté, nourri par les auteurs du continent sud-américain. Particulièrement, je considère que c'est la meilleure littérature au monde aujourd'hui, même au-dessus de l'américaine, etc. Parce qu'il y a vraiment un imaginaire très, très fort, très riche, il y a une histoire sociale, politique qui est très forte. Et les pouvoirs de la langue espagnole, qui est une langue extraordinaire. Mais pour dire tout à fait les choses honnêtement, mes principales influences dans la vie ne sont pas les écrivains ou les écrivaines ou la littérature. C'est le cinéma en partie, mais plus que ça, ce sont les musiciens. Les plus grands modèles artistiques, en fait, c'est ça. À un moment donné, si vous avez trouvé votre voie comme écrivain, vous n'allez plus la chercher ailleurs. Comme quand vous êtes plus jeune ou que vous démarrez dans l'écriture et vous êtes très fort sous l'influence des auteurs que vous lisez. Après, idéalement, en tout cas, on se libère de ça et on construit sa propre voie. Donc je cherche plus chez d'autres des manières d'écrire, je cherche juste à être enchanté par ce que la littérature peut encore faire. J'adore, en fait, j'ai pas l'admiration facile, mais je l'ai très forte. Quand j'aime aimer des auteurs, des artistes et l'exprimer parce que ça renouvelle mon espoir dans ce que peut la littérature. Quand j'ai lu un roman qui me bouleverse, qui me dépasse, je me dis en fait on fait pas ça pour rien. Peut-être que jamais un jour j'écrirai un bouquin aussi fort, mais voilà ce que les mots peuvent accomplir. Donc c'est pas vain. Mais en termes de drive puissant, profond, c'est la musique. C'est la musique, c'est chez certains grands musiciens que je vais chercher plus une inspiration de vie, voir quelle attitude ils ont eu par rapport à leur art, par rapport à leur public, ou qui pouvait être grand ou pas, important ou pas. La dévotion, parce que pour moi c'est vraiment une question de dévotion. Je ne peux pas être un écrivain entre telle heure et telle heure. Je ne peux pas être un écrivain en plus d'être plein d'autres choses, etc. Chez moi, c'est un peu une sorte de dévoration. Moi, j'écris, et j'écris comme je respire. Et j'écris beaucoup plus de choses que ce que je publie même. Je garde beaucoup de choses pour moi. Et donc, je retrouve ce rapport très, très organique à la création dans la musique,
où il y a ce côté un peu non seulement instantané de la musique, mais aussi universel. Donc voilà, quand j'ai besoin d'un boost, je me tourne vers les musiciens plus que vers les écrivains en fait. De manière complètement empirique. Comme je vous ai dit, j'ai très peu lu jusqu'à un certain âge avancé. Enfin, c'est tard, 19 ans pour se mettre à lire. Mais pareil, je veux dire, j'avais le même rapport à tous les arts. Je regardais pas beaucoup de films. J'écoutais vaguement de la musique, mais c'est pas plus que ça. C'est un environnement culturel, familial qui veut ça. Et puis mes centres d'intérêt de l'époque qui n'avaient rien à voir avec l'art, la culture, etc. Donc l'écriture, je me suis formé, je pense, en écrivant. En écrivant, et dans le contexte de cet entretien, c'est intéressant. Mais voilà, par exemple, je n'ai jamais assisté à aucun atelier d'écriture. Je n'ai jamais lu un ouvrage sur l'écriture, sauf celui de Stephen King, qui est d'une nature un peu différente. Mais j'ai juste beaucoup écrit, beaucoup expérimenté. Ce que je fais encore beaucoup maintenant, par exemple, c'est j'écris beaucoup de nouvelles. Mon dernier recueil remonte à quelques années, parce que l'essentiel de ce que j'écris comme nouvelles, c'est juste pour moi. Et en fait, avec le temps, et avec le fait que les romans prennent de plus en plus de place dans mon activité d'écrivain, les nouvelles sont devenues un laboratoire. Quand je cherche une voix, une façon de faire dialoguer des personnages, ou un certain usage du temps du récit, du temps de narration, j'expérimente ça dans des nouvelles, et je cherche. Et quand j'ai cerné, alors je mets ça en application dans des romans. Et je fais la cuisine dans les nouvelles. Et puis de temps en temps, voilà, j'en publie, mais vraiment avec le temps, la nouvelle est devenue un peu mon atelier à moi. Pareil, par exemple, il y a quelques années, j'ai commencé à travailler comme scénariste, et puis de plus en plus, aujourd'hui, je suis le créateur de 2 séries en développement, une pour une chaîne, une autre pour une plateforme. Je suis l'auteur principal, donc j'écris énormément, mais c'est beaucoup de travail d'écrire une série. Donc pour chacune des séries, j'ai une équipe d'écriture que je chapeaute, à qui je donne des choses à écrire et puis que je relis après. Vraiment, on essaye d'importer ici. Voilà, on parlait de l'approche de l'écriture créative dans le monde anglo-saxon, très déjà rationalisée, enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais voilà, ils ont aussi une manière de travailler dans le monde des séries dont on ferait bien de s'inspirer. Donc avec cette hiérarchie du showrunner, des premiers scénaristes, des scénaristes juniors, et c'est ce qu'on a un peu établi dans ces 2 séries, mais en fin de compte, je suis là à la tête de ces trucs, sur des idées originales à moi, c'est pas des adaptations ou quoi. Et donc on produit énormément d'écriture, et encore une fois, en fait, j'ai jamais lu un ouvrage sur l'écriture de scénario. J'ai commencé une fois le livre Story. C'était de qui encore ? Mackie. J'ai lu une 30aine de pages et puis je me suis arrêté. Et c'est pas de la superstition, enfin si, peut-être un peu. Mais je crois que fondamentalement, j'aime avoir ce rapport un peu brut, un peu naïf, un peu irrationnel et inconscient à la création. Je me questionne pas trop sur la manière de faire, sur ce qui se passe quand j'écris. Vraiment, je réfléchis pas beaucoup à tout ça, je le fais, et puis c'est tout. Et parfois c'est bien, parfois c'est moins bien. Voilà, c'est tellement différent. C'est marrant parce que tous les gens qui travaillent avec moi dans mes équipes, en fait, ont beaucoup plus de formation. Moi, c'est ça qui est un peu ironique. Et même mes producteurs, par exemple, on parle comme ça de séries, machin, ils sont en train de citer des références des séries, etc. Et moi, en fait, 9 fois sur 10, je les ai pas vus. Parce que je passe tellement de temps à écrire et à bosser que je regarde pas trop la télé. Et ils me disent, mais Kélan, tu es en train de développer 2 séries et tu regardes 10 fois moins de séries que tout le monde. Je dis oui, mais c'est comme ça, c'est peut-être pour ça que j'ai eu des idées complètement tordues et des ovnis que j'aurais peut-être pas eu si j'avais trop de nourriture extérieure. Mais l'écriture de séries, alors, pour un romancier, en plus un romancier, moi, j'aime à penser que j'accorde en tout cas beaucoup d'importance au style. Je veux dire, pour moi, un roman, c'est pas juste une bonne histoire. C'est même en fait tout ce qui dépasse l'histoire. Si on enlève l'histoire, tout ce qui reste, c'est l'art littéraire. Et donc il y a des grands livres qui m'ont marqué ou qui racontent pas grand-chose en fait. Mais voilà. Et c'est pour ça que je fais la distinction entre le cinéma, l'audiovisuel on va dire, et la littérature. J'écris un roman que parce que c'est comme ça que ça doit être. C'est le langage littéraire qui permet à cet univers d'exister. Si on peut le filmer sans rien changer, alors c'est peut-être pas forcément de la littérature pour moi. Donc en fait, bizarrement, je suis dans un salon du polar, mais je suis pas un grand fan
des thrillers, des polars, juste avec des histoires bien construites, etc. Bon, il y a autre chose à faire avec la langue. Et moi, je suis très sensible à ça. Mais dans mon travail de scénariste, ça a été un grand problème au départ parce que j'arrivais pas vraiment à faire la différence entre les deux modes d'expression et les modalités de tout ça. Et avec le temps, je me suis rendu compte à quel point c'est différent. À quel point c'est différent. Bon, dans le rapport aux mots, un scénario, c'est presque frustrant en fait d'écrire un scénario. Pour quelqu'un qui aime les mots, parce qu'en fait, on s'en fout de la mort des mots dans un scénario. C'est squelettique, c'est aride, c'est sec, c'est pratique. Ça doit passer entre les mains de plein de gens et tout le monde doit comprendre et lire la même chose. Bon, il n'y a pas à faire d'effet de style. Moins on en fait, mieux ça vaut. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à intégrer ça. Et on me disait, Kélen, c'est trop bien écrit. Je trouvais ça dingue qu'on puisse dire d'un texte qu'il était trop bien écrit. Après, j'ai compris ce qu'on voulait dire. Donc, j'ai vraiment dû dissocier mes personnalités d'écrivain et de scénariste. Là où c'est vraiment intéressant, la collaboration des deux, c'est qu'en tant que romancier, moi, je pense que ma force, c'est de créer des personnages fouillés, touffus, vivants, crédibles, avec beaucoup de dimensions. Et ça, c'est du pain béni pour un scénario. On s'en rend compte aujourd'hui qu'il y a une grosse demande en scénario, il y a une grosse demande en scénariste. Et en fait, la faiblesse de la plupart des scénaristes, c'est ça, c'est la création de personnages à multiples dimensions. C'est souvent un peu unidimensionnel, etc. Et ça obéit un peu trop à des logiques d'efficacité narrative. Alors qu'en réalité, une histoire forte, il faut prendre le truc à l'envers. Il faut d'abord créer des êtres humains forts et des histoires. Il y a toujours des histoires à raconter, on ne va pas réinventer le fil à couper le beurre. Donc ce qui fait la différence entre une histoire mauvaise ou bonne et très bonne, c'est le personnage. Et là, être romancier pour moi, au sein de ce travail sur les séries, c'est une grande force. Et surtout, la capacité d'abattage. C'est dingue, mais moi, par exemple, je suis capable chaque semaine de revenir avec une nouvelle version de l'histoire. Parfois très très différente. Donc j'arrive à tirer, mais à l'ouest, à l'est, au nord, au sud, un univers dans tous les sens pour explorer toutes les potentialités. Sans jamais être mentalement fatigué, parce que le roman, c'est un truc au long cours, on est habitué à travailler des mois, voire des années parfois, sur un univers. Et là, moi, ça fait ma force par rapport à un scénariste qui serait que scénariste. Et le fait d'être scénariste me permet de charpenter mes romans, quand bien même c'est pas l'essentiel pour moi. Mais quand même, il y a ce plaisir de raconter une histoire. Et si j'ai une bonne structure, je sais qu'alors je peux m'aventurer comme ça dans le travail de la langue et tout, mais en ayant une base solide. Donc c'est une belle collaboration. Mais ça prend du temps à établir ce truc des deux. Vraiment. Je sais pas. J'écris des trucs très différents. C'est d'ailleurs un cauchemar, souvent pour mes éditeurs. Parce que j'écris beaucoup, mais en même temps, j'écris des trucs très différents. Donc ils ont du mal à m'identifier. Et je comprends bien la logique de tout ça, à aider le lecteur à m'identifier. Bon, moi, c'est pas mon souci, donc tant pis pour le lecteur qui n'est pas assez curieux, j'ai envie de dire. Mais les règles, je les ai jamais vraiment apprises, à part de manière très instinctive, intuitive, et j'écris tout ce que j'écris de la même manière. Et j'ai vraiment beaucoup de mal à dire, ça c'est du polar, ça c'est ceci, ça c'est cela. Bon, c'est vrai qu'il y a une grande dimension du réel. Il y a une grande dimension du réel, il y a une grande dimension accordée à la sociologie des récits, à l'arrière-plan historique des choses, à la géopolitique beaucoup chez moi, parce que bon voilà, je suis belge, je suis européen, je suis turc aussi, c'est des identités difficiles à porter, je trouve. Et voilà, ce dialogue entre la Turquie et l'Europe, pour moi, est essentiel et compliqué. Et moi, je m'inscris pleinement là-dedans. Je crois que je suis un des seuls auteurs de langue française d'origine turque. En fait, dans toute la francophonie, c'est un peu dur. On se sent parfois seul, mais voilà. Donc, moi, c'est ça, mes moteurs. À partir de là, effectivement, très souvent dans mes textes, on va retrouver un réel très fort et dans ce qu'il a de plus douloureux. Parce que bon, la règle d'or, en réalité, c'est on parle de ce qui va pas bien. Ce qui va bien, on n'en parle pas. On parle de ce qui nous dépasse, de ce qui nous déborde, de ce qui nous émeut. Si ça nous fait rien de tout ça, on l'écrit pas en fait. Donc forcément, il y a du réel dur, il y a de la violence, plus souvent psychologique que graphique. J'apprécie pas tellement les scènes de violence graphique, même si je crois que j'ai un certain talent pour les écrire. C'est un peu rock'n'roll, mais voilà, c'est pas ce qui me... Donc oui, alors, à quitte à ranger, on va ranger ça dans le roman noir, ou le polar. Pourquoi pas, oui, mais... Moi, je fais pas cette distinction, et du coup, les règles du genre, ça m'intéresse pas tellement. Complètement, moi, je suis hybride, je me sens mutant, complètement.
J'ai deux langues de cœur, le français, le turc, que je parle à égalité, que je pratique à égalité. Je vis dans les deux mondes à égalité. J'ai un monde d'émotions qui est hybridé, d'où le mot de mutant, en fait, j'aime bien. Quelque chose qui est le résultat d'un mélange, mais qui est plus ni l'un ni l'autre, mais encore autre chose. Donc oui, forcément, ce que j'écris, c'est hybridé, et c'est très bien. C'est très bien. Bon, conseil classique, hein, mais il n'y a pas de secret. Il faut quand même beaucoup, beaucoup écrire. J'ai envie de dire plus que beaucoup lire. Bah, évidemment, il faut beaucoup lire pour essayer de se reconnaître aussi, parce que ça nous permet de un peu mieux nous connaître. Non, le conseil que je donnerais, c'est d'écrire beaucoup. Écrire beaucoup, que ce soit pour un scénariste ou un romancier en herbe, c'est écrire beaucoup, lire le maximum, et essayer de lire des choses différentes, parce que c'est comme ça qu'on fait le tri de ce qui nous parle, et avec un peu de chance, dans les voix qu'on aime, on commence à trouver la sienne. Mais écrire beaucoup, 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 beaucoup. Et alors, un truc, c'est aller jusqu'au bout. Ça, c'est quelque chose que j'ai croisé plusieurs fois dans des camarades scénaristes, romanciers, aspirants, peu importe. On commence, c'est facile de commencer une histoire. Et puis après, on s'épuise, l'histoire s'épuise, des personnages, on ne sait plus trop quoi en faire, on abandonne. Puis on commence un autre truc, et puis on écrit un peu, et puis on abandonne. Un scénario, on abandonne. Et ça, je trouve ça hyper dangereux. Et je sais pas, personne ne me l'a dit, mais j'ai senti très vite que peu importe ce que ça valait, il fallait que j'aille jusqu'au bout. Parce que c'est aussi un chemin psychologique et émotionnel. Il y a l'émotion du début, il y a l'émotion qui est différente pendant qu'on est dedans, il y a l'émotion qu'on ressent quand on dit « j'ai fini une histoire ». Et après, on peut juger ce qu'on a fait, mais on a fait le chemin complet. Et ça, c'est super important. Et ce que j'ai vu chez beaucoup de gens autour de moi qui ne finissaient pas, c'est qu'à un moment donné, à force de laisser comme ça des histoires en friche, on ne sait plus en écrire, on ne sait plus en commencer. Parce que ce que l'histoire vous donne comme première récompense quand on l'a fini, c'est ce sentiment de satisfaction de l'avoir fini, mais c'est aussi l'énergie d'en commencer une autre. Et vraiment, ça, c'est essentiel. Donc, il faut aller jusqu'au bout, même si on sent que c'est vraiment pas terrible, c'est pas grave. Il faut aller jusqu'au bout. C'est un peu tôt pour avoir une opinion sur la narration, l'intelligence artificielle. Non, là où la narration, et là je rejoins complètement la vocation du travail que vous faites, la narration est partout. Et il y a quelques années, j'avais lancé une revue, mais qui était à peu près mornée, c'était pas le bon moment encore, qui s'appelait Contre-champ. Un peu le contre-champ des choses, un peu les backstage des choses. Et c'était... il y avait dedans des sociologues, des politologues, il y avait des écrivains, il y avait des scénaristes, il y avait des gens du monde de la culture, de l'art au sens large. Et mon idée avec cette revue, c'était de prendre les événements qu'on vit, les drames nationaux, les conflits internationaux, enfin tout, la pub, n'importe, et de dégager à chaque fois les schémas narratifs qu'il y a derrière le réel pour éduquer l'œil, éduquer la pensée, à interpréter le réel à travers les ficelles de la narration. Parce qu'à un moment donné, tout devient narration. Et nos propres vies, on se les raconte à nous-mêmes, et elles sont toujours un peu différentes de ce qu'elles sont en réalité. Parce qu'on s'en fait une histoire. C'est la nôtre, c'est notre biographie intime. Et donc la narration est partout. Donc arriver à maîtriser les outils de la narration, pas forcément pour en faire du roman ou du scénario, mais juste pour comprendre ce qu'on vit, lui donner du sens, c'est pas mal. Le rôle de l'intelligence artificielle là-dedans, sincèrement, je ne vais pas vous cacher, je suis un peu dépassé. Et pour l'instant, j'observe plus que je ne me fais pas vraiment une opinion encore.